Et ben, moi, je suis super contente de tous, vous retrouver aujourd'hui. Apparemment, on est quand même assez nombreux, donc écoute, on va essayer de faire ça, comme il faut. Je suis vraiment ravie de vous partager, plein de techniques, plein de conseils pour créer du contenu qui non seulement va plaire aux moteurs de recherche, mais qui surtout va engager et convertir avec votre audience. Et comme l'a parfaitement dit Dan, juste avant, je suis consultante en SEO. Je suis plutôt spécialisée sur le pilier du contenu et je vulgarise beaucoup, sur LinkedIn notamment, mais aussi dans ma newsletter. J'ai écrit ce fameux livre et d'ailleurs, petit cadeau pour vous qui êtes, présents aujourd'hui, je vous offre 20 avec le code Mexico. C'est facile à retenir. En restant dans les livres, j'ai aussi co-créé avec Camille Dufossé, donc que vous avez vu ce matin, les cahiers de vacances du SEO. D'ailleurs, merci à Links Garden de nous avoir accompagnés, sur ce projet. Et puis, je suis régulièrement invitée sur, des podcasts, sur des événements comme aujourd'hui. Et au niveau du, SEO Summit de décembre, on va parler avec Camille du SEO multimodal, multicanal. Donc ça va encore être un truc, bien intéressant. J'ai bien hâte d'y être. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais vous transmettre vraiment tout ce que j'ai appris ces dernières années pour vous éviter, de commettre les erreurs que j'ai moi-même commises. Je vais pas vous faire une intro à la ChatGPT en mode, dans un monde en constante évolution, il est crucial de se démarquer avec du contenu de qualité et cetera. Mais bon, c'est quand même un peu, l'idée générale que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Parce que le contenu, il est roi, oui, mais pas n'importe lequel. Selon une étude récente, on a 81 des consommateurs qui estiment que la confiance envers une marque, elle influence fortement leur décision d'achat. Et cette confiance, elle se bâtit grâce à un contenu qui va être pertinent, utile et adapté aux besoins des utilisateurs. La rédaction web, elle se concentre pas du tout sur, des mots-clés qu'on va mettre dans un texte, mais c'est vraiment l'objectif de comprendre le persona, c'est-à-dire votre audience cible et de lui fournir des infos qui sont véritablement utiles et engageantes pour lui. En adaptant votre contenu à l'intention de recherche, vous allez pouvoir améliorer non seulement votre référencement, mais vous allez aussi créer une connexion qui va être authentique avec votre public. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, autour de 3 grands thèmes. Donc d'abord, comment identifier et comprendre l'intention de recherche de vos utilisateurs. Comment apprendre à adapter votre ton de voix et votre style en fonction de votre persona. Et puis comment explorer les bonnes pratiques de la rédaction pour créer du contenu qui va être à la fois qualitatif et optimisé pour le SEO. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va plonger au cœur d'une rédac qui est efficace et où la stratégie, la créativité, l'optimisation vont ensemble de pair pour offrir une expérience qui va être enrichissante à vos lecteurs. On commence avec la première partie, comprendre l'intention de recherche. L'intention de recherche, ça va être vraiment le besoin profond, le pourquoi derrière chaque requête qu'un internaute saisit dans le moteur de recherche. C'est comprendre ce que la personne veut réellement lorsqu'elle tape ces mots-clés. Est-ce qu'elle veut une information? Est-ce qu'elle veut acheter quelque chose? Est-ce qu'elle souhaite se rendre sur un site précis? C'est un concept qui est très connu en SEO, mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Donc, si vous connaissez déjà, restez quand même, j'ai quelques petites astuces à vous donner un peu plus tard. Et pour ceux qui découvrent, il existe plusieurs types d'intentions de recherche. La première, ça va être l'intention informationnelle. Dans ce cas-là, l'utilisateur, il va chercher des infos, des réponses à une question. Ça peut être par exemple sushi maison. Ce que veut l'internaute, c'est apprendre à préparer des sushis chez lui. Comment on va y répondre? On va créer un tuto personnalisé, détaillé, avec des étapes claires, avec des photos, des vidéos, avec des conseils sur les ingrédients, sur le matériel à utiliser. On va avoir ensuite l'intention navigationnelle. Donc là, on veut se rendre sur un site ou sur une page précise. Par exemple, avec Sushi Shop, on veut aller directement sur le site officiel de Sushi Shop. Et pour y répondre, si on est Sushi Shop, on fait attention de bien avoir optimisé son site pour apparaître en premier dans les résultats sur ce mot-clé-là. Si on n'est pas Sushi Shop, soit on peut, dans une stratégie particulière, cibler le mot-clé du concurrent, soit ça va pas forcément être très intéressant de s'attarder sur ce mot-clé-là. On a l'intention transactionnelle. Dans ce cas-là, l'internaute, il est prêt à effectuer un achat ou à faire une action dans tous les cas. Ça peut être kit sushi. Donc là, on veut acheter un kit pour faire ses sushis. Hyper dur à dire. Pour y répondre, on va proposer une page produit avec un kit
pour préparer ses sushis à la vente, avec une description détaillée, avec le prix, avec des avis clients, et puis avec un bouton acheter qui va être bien visible. On a l'intention d'investigation commerciale, donc là, on va venir comparer différentes options avant de prendre une décision d'achat. Ça peut être par exemple meilleur kit sushi. Là, l'internaute, il veut savoir quelle est l'offre de kit de sushi avant de faire son choix. Donc pour y répondre, on va écrire un article comparatif avec les meilleurs kits de sushi du marché. On va présenter les avantages, les inconvénients de chacun, avec éventuellement des notes, des témoignages d'utilisateurs. Et puis, on va avoir une dernière intention qui va être plutôt une intention commerciale locale. Dans ce cas-là, on est intéressé par quelque chose qui se passe proche de chez nous, géolocalisé. Ça va être par exemple le cas de Sushi Paris. Là, la personne, elle veut trouver un resto de sushi à Paris. Donc, pour y répondre, si on est un restaurant, on va optimiser son site et sa fiche Google Business Profile pour apparaître dans les premiers résultats locaux. Et puis, si on est un blog, on va proposer une liste des meilleurs restaurants de sushi à Paris avec les adresses, les avis, les horaires d'ouverture et puis peut-être une carte interactive pour aider les internautes à choisir finalement. Donc maintenant qu'on a identifié les différents types d'intentions de recherche, on va voir comment les comprendre et comment les analyser pour adapter efficacement notre contenu. Parce que, comme on vient de le voir, une toute petite variation dans l'expression recherchée, ça va apporter des résultats attendus vraiment très, très, très différents. Et alors, c'est très facile de se tromper. L'objectif, c'est de vraiment comprendre ce qui est attendu par l'internaute quand il tape les mots-clés qu'il tape. Pour ça, il y a plusieurs astuces. La première, ça va être de regarder ce que Google nous donne, parce que les moteurs de recherche, ils sont vraiment conçus pour fournir des résultats qui vont être le plus pertinents possible en fonction de l'intention de recherche. Donc, en étudiant les pages de résultats pour un mot-clé donné, on peut déduire l'intention dominante. Pour ça, tout simplement, on se rend sur Google, on tape notre mot-clé et puis on va regarder un petit peu le type de résultat qui apparaît en première page. Est-ce que c'est des articles de blog? Est-ce que c'est des vidéos, des pages produits? Est-ce que c'est des forums? Est-ce qu'on a des images? On va regarder aussi le format de contenu. Est-ce qu'il y a des featured snippets? Est-ce qu'il y a des questions fréquentes, des avis clients? On va regarder les titres, les métadescriptions pour comprendre quel est l'angle à privilégier. Et puis en regardant un petit peu ce que font les concurrents sur leur propre contenu, on va voir s'il y a des sujets qui sont toujours traités pour un thème donné, c'est probablement une bonne idée de le traiter nous aussi avec un angle nouveau. Par exemple, pour la requête meilleure montre connectée, ce qu'on voit, c'est que la plupart des résultats vont inclure des articles comparatifs, des guides d'achat. Ça va indiquer une intention d'investigation commerciale. Et puis, on a aussi des vidéos. Donc, ça peut être intéressant de créer quelque chose sur ce format-là, parce que c'est quelque chose qui est recherché, ou en tout cas qui est mis en avant par Google. On a aussi différents outils qui peuvent nous aider pour analyser l'intention de recherche. On a par exemple Google Suggest. Donc, quand on commence à taper une requête, Google va nous proposer des suggestions qui sont basées sur les recherches populaires. Ces suggestions, elles vont refléter les intentions courantes des utilisateurs. Toujours sur Google, on a aussi les autres questions posées. Donc ça, c'est des questions qui fournissent des insights sur ce que les utilisateurs veulent savoir en fonction du thème qui nous intéresse. On peut regarder sur Google Trends, qui permet de voir l'évolution de l'intérêt pour un mot-clé dans le temps et puis de comparer plusieurs termes. On va avoir Answer the Public, qui génère une visualisation des questions sur un mot-clé en particulier. Et puis des outils SEO comme SEMrush, comme Moz, qui proposent une analyse des mots-clés assez classique avec le volume de recherche, le niveau de concurrence, mais aussi avec les mots-clés associés. Et puis, on a accès à des études de concurrents pour voir quel type de contenu ils produisent pour les mêmes mots-clés. Et on a certains outils comme Todd, par exemple, ou SEMrush, qui indiquent directement l'intention qui est associée à un mot-clé avec les différents mots qu'on va devoir inclure dans notre contenu pour bien se positionner. Donc ça, c'est des super indices pour nous aider. On a enfin les mots-clés connexes qui peuvent donner une indication sur l'intention de recherche. On peut rechercher des synonymes et des variations de notre mot-clé principal. On peut identifier des questions fréquemment posées, utiliser encore une fois les recherches associées qui sont toujours sur Google en bas de page pour voir ce que les utilisateurs recherchent. Par exemple, sur le mot-clé cours de photographie, les recherches associées, elles vont inclure cours de photo en ligne, apprendre la photo débutant, formation photo gratuite. Ça va indiquer une intention d'apprentissage avec une préférence possible pour des solutions qui sont en ligne et ou gratuites. Par exemple, ici, j'ai tapé « mieux apprendre à l'école » et moi, je m'attendais à avoir des astuces
mnémotechniques sur la façon de mémoriser des leçons. Alors qu'en fait, ce qui ressort, ça va plutôt être des hacks pour être meilleur à l'école de manière générale. Donc si j'avais pas bien fait ma recherche de l'intention, bah, je serais probablement passée à côté de ce que les internautes attendent vraiment, de ce qu'ils ont vraiment en tête quand ils cherchent ça. Mais par contre, l'étape la plus importante, ça va vraiment être de se mettre dans la peau de l'utilisateur. Il faut parfaitement connaître son persona et qu'il ait plus aucun secret pour nous. Quelle est, mon audience cible? Quel est le problème qu'elle cherche à résoudre? Quelles sont ses motivations, ses frustrations, ses besoins? En comprenant le contexte et les attentes du persona, on va pouvoir anticiper ses intentions et y répondre beaucoup plus précisément. Par exemple, quelqu'un qui cherche comment changer une roue. Bah, il est probablement dans l'urgence au bord de la route. Il ne veut pas avoir un article qui va lui détailler toutes les causes possibles d'une crevaison. C'est déjà trop tard, il est à plat. Lui, ce qu'il veut, c'est un tuto qui est clair, qui est direct. Idem pour quelqu'un qui fait sa recherche de recettes de sushis. Il n'a pas besoin d'avoir tout l'historique sur l'origine des sushis, avec un comparatif entre les calories de sushi au saumon vs des pâtes carbo, etc. Il sait déjà ce qu'il veut manger, il sait déjà ce que c'est un sushi. On n'a pas besoin de lui en rajouter des tartines. Le temps où il fallait faire le plus de mots possible pour ranker, ça c'est terminé. Maintenant, il faut vraiment répondre à la question de l'internaute, ni plus, ni moins. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut faire aussi court que possible, mais aussi long que nécessaire. C'est-à-dire que si quelque chose peut être répondu en quelques dizaines de mots, eh ben, il faut le faire comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter des tartines. Quand on cherche la cuisson des œufs à la coque, on n'a pas besoin qu'on nous raconte toute l'histoire de qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. On veut que ça nous dise directement combien de temps on doit laisser l'œuf dans l'eau bouillante. Par contre, si on parle d'un sujet qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe, le conflit israélo-palestinien, évidemment, c'est pas en 2 paragraphes qu'on va le répondre. Donc, dans ce cas-là, bah, il faut faire quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus complet. Ce qui nous amène au sujet suivant qui est d'adapter le contenu en fonction de notre persona. On l'a dit, pour créer du contenu qui résonne véritablement avec notre audience, c'est essentiel de comprendre en profondeur notre persona. Ça va au-delà des données démographiques. Finalement, on s'en fout un peu que votre cliente idéale, ça soit Sophie, une jeune maman urbaine qui boit du thé au goûter, qui a 2 enfants et un boulot à 80%. Nous, ce qu'on veut, c'est l'étape d'après, c'est savoir qu'est-ce qui la motive, quelles sont ses préoccupations, quel est le langage qu'elle utilise, quelles sont les questions spécifiques qu'elle se pose. Donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces interrogations qui sont beaucoup plus profondes, eh ben, on va pouvoir lui apporter des réponses et utiliser exactement le langage que elle utilise. De la même manière qu'on n'explique pas notre job à nos potes et à nos grands-parents, on doit s'adapter à la personne à qui on s'adresse. Pour ça, ben, on a plein d'options. On peut faire des recherches et de la collecte d'infos. Ça peut passer par exemple par écouter les appels du service client. Ça, c'est des interactions qui sont vraiment une mine d'or pour comprendre les préoccupations, les objectifs et le langage utilisé par nos clients. Donc, vous pouvez noter toutes les questions qui sont récurrentes, les frustrations exprimées, les termes employés. Vous pouvez parcourir les différentes forums et les plateformes comme Reddit, comme Quora, les forums spécialisés. Là, c'est des endroits où votre audience, elle va partager vraiment librement ses questions, ses problèmes, ses opinions. Vous pouvez voir les sujets qui sont abordés et puis aussi les mots-clés qui sont utilisés. Et ça vous permet de vraiment comprendre le niveau de conscience qu'a votre audience de votre sujet. Parce que parfois, ils sont beaucoup plus éduqués que ce qu'on pourrait le penser. On peut aussi lire les avis clients sur les produits similaires. Donc ça peut être par exemple via des commentaires sur des sites de e-commerce comme Amazon ou sur les sites de vos concurrents, ou bien sur des plateformes d'avis comme Trustpilot. Et là, ça va nous permettre de voir un peu ce que les clients apprécient, ce qui les déçoit, les aspects qu'ils considèrent importants sur des solutions qui sont similaires aux nôtres. Et puis après, on extrait tout ça, un petit coup de ChatGPT pour qu'il nous trie tout correctement, et puis on ressort les remarques les plus citées. Et ça nous permet d'utiliser ça dans notre argumentaire et de vraiment cibler des choses qui vont parler à notre persona. On peut utiliser les réseaux sociaux avec des discussions sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Ça va nous donner des indications sur les tendances actuelles, sur les sujets qui suscitent de l'engagement. S'il y a un post qui est énormément commenté, énormément partagé, c'est peut-être une bonne idée de parler de ce sujet-là sur nos différents canaux de communication.
Et puis, on peut utiliser les outils de recherche de mots-clés et de questions, comme Answer the Public, dont on vient de parler, ou Also Asked. Donc ça, c'est des outils qui vont compiler les questions que se posent les internautes autour d'un sujet. On revient aussi à Google Suggest et les autres questions posées qui donnent des indications sur les recherches associées. Et en intégrant toutes ces questions et le langage à notre contenu, finalement, on va répondre directement aux préoccupations de notre audience. On va surtout utiliser du vocabulaire qu'elle comprend, avec lequel elle se sent à l'aise. Et puis, on va augmenter la pertinence et l'engagement de notre contenu. Par exemple, si on vend des cours en ligne, pour comprendre notre persona, on écoute le SAV et on remarque que beaucoup de clients demandent si c'est possible d'avoir des cours en soirée ou le week-end. Ça va indiquer qu'ils ont un emploi du temps chargé. Probablement, c'est des gens qui travaillent et ils n'ont pas le temps de prendre un cours d'anglais le mardi à 14h30. Non, ils veulent faire ça à la fin de leur journée de travail, le week-end, entre midi et 2 éventuellement. Sur les forums, on va voir que les apprenants cherchent des méthodes pour améliorer leur prononciation. Et sur les avis clients, on voit que les plateformes similaires, elles reçoivent beaucoup d'avis sur le fait que c'est très important d'avoir un suivi personnalisé, d'avoir de la disponibilité chez les enseignants. Finalement, en synthétisant un peu tout ça, on peut en déduire que notre persona, c'est un adulte qui est actif, avec un emploi du temps serré, qui veut améliorer sa maîtrise de la langue et notamment sa prononciation, et qui veut être accompagné de manière flexible et personnalisée. Tout ça, ça va nous permettre de créer du contenu qui va vraiment répondre parfaitement à ce qui interroge notre audience. On va parler maintenant du ton de voix, qui est la manière dont votre marque s'exprime sur tous les contenus. Camille vous en a un petit peu parlé ce matin lors de sa conférence, je pense, mais vraiment, le ton de voix, c'est ce qui reflète la personnalité de votre marque. Il doit être cohérent sur tous vos canaux de communication. Adapter votre ton de voix en fonction de votre persona, c'est vraiment important pour pouvoir établir une connexion authentique avec votre audience. Alors, comment on le définit? On va identifier les valeurs de notre marque. Quels sont les principes fondamentaux qui guident notre entreprise? Est-ce que c'est plutôt l'innovation, la tradition? Est-ce que c'est convivial? Est-ce qu'on apporte une expertise très grande? On va essayer de comprendre les attentes de notre audience. Est-ce qu'ils préfèrent un ton formel, informel? Est-ce qu'ils cherchent des informations techniques, des conseils pratiques? Parce que c'est pas le tout de se faire plaisir avec le ton de voix qu'on veut donner à notre entreprise. L'objectif final, c'est quand même que les personnes à qui on veut parler puissent se retrouver dans la façon dont nous, on communique. Et puis, on va établir un voice chart qui est finalement un guide qui décrit les caractéristiques de notre ton de voix. Est-ce que c'est plutôt joyeux, sérieux, audacieux, empathique, etc. Avec des exemples qui sont concrets. Est-ce qu'on utilise plutôt le tutoiement, le vouvoiement? Est-ce qu'il y a des mots qui vont être privilégiés par rapport à d'autres? Est-ce que l'humour est autorisé? Pour parler du même sujet, on va avoir vraiment plein de façons de s'exprimer en fonction du public. Est-ce que, par exemple, vous imaginez expliquer à un chirurgien que mercurochrome, c'est le pansement des héros et que ça soigne les bobos? Ou est-ce que vous imaginez dire à un enfant que la merbromide est un composé organomercuriel utilisé comme antiseptique topique? Je pense pas. Donc, l'objectif, c'est de faire exactement pareil avec votre cible, de vous assurer que le niveau de la personne à laquelle vous parlez est bien le niveau que vous utilisez dans vos communications. Ça va vous permettre d'ajuster votre vocabulaire et votre discours. Et puis, pour aller encore plus loin dans la personnalisation, on peut créer, par exemple, des scénarios. Dans ce cas-là, on va imaginer les situations dans lesquelles se trouve notre persona lorsqu'il recherche un produit ou un service que nous, on propose. Quels sont ses sentiments à ce moment-là? Quels sont ses obstacles? Est-ce qu'il a des besoins immédiats? Si on revient sur l'exemple de notre tuto roue crevée de tout à l'heure, on peut essayer de rassurer le lecteur. Il est probablement un peu stressé et on peut peut-être lui donner des astuces pour rester en sécurité quand il est en train de changer sa roue au bord de l'autoroute comme ça. Par contre, c'est pas du tout le moment de lui proposer un comparatif d'assurance en pop-up. Il n'est pas du tout intéressé par ça. Lui, ce qu'il veut, c'est au moment précis répondre à son problème. On pourra le retargeter plus tard pour lui vendre notre comparatif d'assurance. On peut essayer aussi d'utiliser l'empathie. Essayer de ressentir les émotions de notre persona. Est-ce qu'il est stressé, comme notre monsieur qui change sa roue? Est-ce qu'il est enthousiaste? Est-ce qu'il est sceptique? Est-ce qu'il a des défis particuliers? Qu'est-ce qui le motive? Tout ça, ça va vraiment influencer le style, le ton
de notre contenu. Et puis encore une fois, on adapte son niveau de langage. Si notre audience elle est composée d'experts, là, ce qui va être attendu, c'est du vocabulaire technique, de l'expertise et un gros niveau en termes de précision dans les termes. Par contre, si elle est débutante, à ce moment-là, on va plutôt utiliser des mots qui sont un petit peu plus simples. On va faire des explications qui sont détaillées. On va faire des comparatifs avec la vie quotidienne pour rendre les choses un petit peu plus imagées, un petit peu plus faciles. On va essayer au maximum de personnaliser le contenu, de s'adresser directement au lecteur en utilisant des exemples qui sont pertinents pour lui. Donc encore une fois, si on a un expert, on lui donne des exemples qui sont experts. Si on a quelqu'un qui débute sur le sujet, on va essayer de vulgariser au maximum pour rendre le sujet beaucoup plus facilement ingérable pour la personne qui découvre. On peut prendre un autre exemple, par exemple, avec un plan d'entraînement de marathon. Pour un coureur débutant, le besoin, ça va être un plan progressif, avec des conseils pour éviter les blessures, des encouragements. On va utiliser un ton qui va être rassurant, qui va être pédagogique, et on va lui expliquer les choses simplement. Commencer par 3 séances de course par semaine, à raison de 20-30 minutes, en allure modérée, etc. Alors que si c'est un coureur qui est expérimenté, il va avoir des besoins qui vont être beaucoup plus avancés, avec une amélioration des performances, avec des stratégies de course. Dans ce cas-là, on va essayer d'utiliser un ton beaucoup plus expert, motivant, technique. On va utiliser des mots que seul quelqu'un qui connaît déjà la discipline va comprendre. Des séances de fractionnés, on va parler de VMA, de différentes choses qu'un débutant ne va pas du tout assimiler. Ça nous amène tranquillement sur la troisième partie avec les bonnes pratiques de rédaction web. Parce qu'on a exploré donc l'importance de comprendre l'intention de recherche, de s'adresser efficacement à notre audience, mais maintenant, on va essayer de plonger dans des techniques qui sont vraiment concrètes pour vous permettre de rédiger du contenu web qui va être à la fois engageant et optimisé pour le référencement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que rédiger pour le web, c'est vraiment différent de rédiger pour d'autres supports. L'œil va se fatiguer beaucoup plus vite sur un écran. On a un temps d'attention qui est réduit. On a des stimulations qui arrivent de partout. Pour garder le lecteur sur votre page, il faut vraiment utiliser quelques petites astuces de SEO. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. La première, ça va être de garder en tête le modèle de lecture en F. En fait, il y a de nombreuses études en eye tracking qui ont montré que les internautes vont lire une page selon un modèle de forme F. Ça veut dire qu'ils parcourent rapidement le haut de la page de façon horizontale, et puis ensuite ils descendent verticalement le long du côté gauche, et puis s'arrêtent parfois pour lire des lignes qui vont être horizontales un peu plus courtes. Pour en tenir compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de placer les informations clés en haut de page, avec les éléments les plus importants qui doivent apparaître dès les premières lignes. En plus, ça répond à la structure de la pyramide inversée qu'on va voir juste après. On va utiliser aussi des sous-titres. Ça va faciliter la lecture verticale. Ça aide à maintenir l'attention du lecteur et puis ça permet de structurer le texte. C'est aussi une excellente occasion de placer des mots-clés pour le SEO, donc ça, on aime beaucoup. On va essayer d'optimiser les premiers mots de chaque paragraphe. Il doit vraiment être significatif parce que ça va attirer le regard des lecteurs qui sont pressés. Et puis, on va multiplier les points d'entrée visuels avec des listes, des encadrés, des accroches qui peuvent encourager la lecture. Et finalement, peu importe où le regard du lecteur se pose, il va toujours se passer quelque chose. C'est très bon aussi pour le référencement. Google adore quand il y a plein de médias sur un contenu, donc on s'en prive pas. On va mettre en avant les mots-clés en utilisant du gras pour souligner les termes importants. Et encore une fois, c'est pas mauvais pour le SEO. Et puis, petite astuce supplémentaire, on va garder en tête la règle des 2 lignes. L'idée, c'est de ne jamais laisser plus de 2 lignes sans une information clé ou sans un événement, un élément important. Ça permet de garder l'attention du lecteur et puis surtout de ne pas l'endormir avec des longueurs. Sur le web, les lecteurs, ils vont vraiment préférer des phrases qui sont plus courtes, avec un style d'écriture qui est direct. Ça facilite la lecture et ça facilite aussi la compréhension du contenu. Donc pour ça, on va essayer de limiter les phrases à 25 mots maximum. On va essayer d'utiliser du vocabulaire qui est simple, qui est accessible, encore une fois en fonction du public. Mais on va essayer aussi d'éviter les tournures complexes, les phrases à rallonge. On n'est pas dans un discours présidentiel où on comprend rien, où une phrase fait 12 kilomètres. Ça, on évite complètement sur le web.
Tout à l'heure, on avait la règle des 2 lignes. Là, on a la règle des 1, 2, 3. Une idée par phrase, 2 lignes par paragraphe maximum et 3 paragraphes par section avant d'introduire un sous-titre ou un élément visuel. Finalement, tout ce qui peut être enlevé, ça doit être enlevé. On évite les répétitions, on évite les redondances. Si une phrase peut être raccourcie sans perte de sens, on n'hésite pas, on le fait. La structure de votre article et sa lisibilité, c'est vraiment des éléments qui sont clés pour garder votre lecteur engagé. Ça va passer par donc améliorer la lisibilité avec un style actif. Un style actif, ça va être par exemple suivez les instructions pour éviter les erreurs. Au contraire, un style passif, ça serait les erreurs peuvent être évitées en suivant les instructions. C'est beaucoup moins dynamique, on se sent beaucoup moins impliqué dans cette deuxième possibilité-là. On va essayer d'éviter les négations. Au lieu de ne manquez pas de blablabla, on va plutôt dire assurez-vous de ou faites en sorte que blablabla. On va essayer de varier les structures de phrases en alternant des phrases courtes et puis des phrases légèrement plus longues. Ça va donner beaucoup plus de rythme à la lecture. Les phrases courtes, c'est vraiment elles qui vont rendre le texte plus dynamique, plus facile à comprendre. Ça apporte une meilleure compréhension. Il faut savoir que les informations, elles sont assimilées beaucoup plus facilement parce qu'on enregistre intégralement une phrase de 12 mots. Par contre, on va garder en tête seulement la moitié d'une phrase de 25 mots et le tiers d'une phrase de 40 mots. Donc l'idée, c'est de saucissonner un petit peu notre contenu en des phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples pour aller droit au but et permettre à l'internaute d'assimiler l'information qu'on veut lui transmettre beaucoup plus facilement. Et puis, le rythme sera beaucoup plus soutenu et le lecteur va beaucoup plus facilement passer d'une phrase à l'autre. Il sera entraîné dans le flux de la lecture. Même chose avec les mots courts. On va éviter les mots à rallonge qui complexifient la lecture. Par exemple, au lieu de approximativement, on peut dire environ. Au lieu de achèvement, on peut dire fin. On va accorder aussi une importance particulière à la structure. On va mettre des titres, des sous-titres qui sont cohérents. Ils doivent refléter le contenu des sections. L'idée, c'est que quand on lit un titre hors de son contexte, on puisse comprendre de quoi va parler le paragraphe d'en dessous. Ça nous permet de mettre des mots-clés et ça nous permet aussi de donner l'information au lecteur de ce qu'il va trouver dans les quelques lignes en dessous. Si ça l'intéresse pas, c'est pas grave, il passe et il va sur la section suivante. Mais ça permet de conserver l'attention du lecteur parce qu'il n'y a pas de surprise, il sait exactement ce qu'il va trouver. L'idée aussi, c'est d'avoir une progression logique des idées. Chaque partie, elle doit s'enchaîner naturellement avec des transitions qui sont fluides. On va utiliser des connecteurs logiques pour lier les paragraphes. Pour ça, on peut utiliser la technique de Bucket Brigade. Ça, c'est une technique d'écriture qui va maintenir l'engagement du lecteur en reliant chaque phrase ou chaque section de manière fluide. Ça crée en fait comme une chaîne humaine où il n'y a jamais de coupure entre les différentes sections. Ça va inciter le lecteur à continuer sa lecture parce que finalement, il ne sait pas où s'arrêter. Il n'y a pas d'arrêt. Tout est très fluide. On va utiliser pour ça des expressions qui sont courtes, comme par exemple voyons ça, voici le secret pour. Mais attendez, il y a plus. Ça va permettre de faciliter les transitions. Et puis, ça augmente aussi le temps passé sur la page, le dwell time. Ça réduit le taux de rebond et ça améliore l'expérience utilisateur. Donc, tout ça, on adore. Bien structurer son contenu, c'est important, mais si on ne capte pas l'attention du lecteur dès le début, bah, ça sert à rien parce qu'il va partir, en fait. Donc un internaute va décider en quelques secondes s'il va poursuivre sa lecture ou s'il va quitter la page. Pour ça, on peut utiliser la technique de la pyramide inversée, qui est une technique journalistique qui permet, en fait, de présenter les informations les plus importantes dès le début de l'article et puis ensuite de développer les détails supplémentaires par la suite. L'avantage, c'est que ça va capter tout de suite l'attention du lecteur. Ça permet au lecteur pressé de comprendre l'essentiel rapidement. Et puis, ça améliore le référencement parce qu'on va placer des mots-clés importants dès le début du texte. Pour l'appliquer, on va commencer par une introduction qui va être percutante, qui résume l'essentiel du message et qui permet au lecteur de tout de suite se reconnaître dans le problème posé. On va développer ensuite avec des détails et des informations complémentaires, et puis on peut conclure l'article avec des infos secondaires et des éléments additionnels, comme par exemple la FAQ. On peut utiliser la méthode des 5 W, donc who, what, when, where and why. Ça, c'est dès le début de l'article et ça permet de couvrir rapidement l'essentiel et de clarifier le sujet traité. Par exemple, si vous écrivez un article sur comment préparer un voyage en solitaire, eh ben, on va commencer par répondre à ces questions dans l'intro.
Who, c'est les voyageurs en solo. What, c'est la préparation pratique et mentale pour le voyage. When, bah, c'est le timing idéal pour préparer le voyage. Where, ça va être les principales destinations adaptées aux solitaires. Et puis why, c'est l'intérêt personnel et émotionnel de voyager seul. Le titre, c'est vraiment à ne pas négliger parce que c'est la première chose que va voir le lecteur. Un bon titre, il doit être accrocheur, il doit susciter l'intérêt et la curiosité. Il doit être clair parce que le lecteur, il doit comprendre immédiatement quel est le sujet de l'article. Et il doit être optimisé pour le SEO en incluant le mot-clé principal sans le déformer. On peut aussi inclure une dimension émotionnelle dans le titre pour créer un lien qui va être plus fort avec le lecteur. Par exemple, comment planifier votre voyage en solitaire sans stress, comment préparer un voyage en solitaire, découvrez la liberté et la sérénité en toute simplicité. Après le titre, on a l'introduction qui doit donner envie de lire la suite. Pour ça, il faut poser une question qui va interpeller le lecteur. Par exemple, vous rêvez de partir à l'aventure en solo, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous pouvez aussi utiliser une anecdote. J'ai décidé de voyager seule pour la première fois, mais ma famille avait peur et moi, je ne savais pas vraiment comment me préparer. Vous pourrez présenter un fait marquant. Selon une étude récente, le nombre de voyageurs solitaires a augmenté de 40% les 5 dernières années. Et puis, vous pouvez aussi intégrer des citations qui sont impactantes, des chiffres clés dès l'introduction pour capter l'attention. Il faut que le lecteur se reconnaisse dès l'intro et qu'il comprenne qu'on va parler de son problème. Ça peut être par exemple, saviez-vous que 80% des voyageurs en solo déclarent que cette expérience a changé leur vision du monde? Ça va attirer l'attention, ça va apporter une validation sociale. Les premières lignes de votre texte, elles doivent vraiment donner le ton. C'est pour ça que l'accroche, elle doit être efficace. Pour ça, on fait appel à l'émotion. On essaye de donner envie et de toucher en plein cœur le lecteur. Ça peut être découvrir la liberté ultime en voyageant seul. On peut donner une promesse de bénéfice. Apprenez comment organiser un voyage en solitaire sans stress. Et puis, on doit inciter à l'action. Préparez-vous à vivre l'aventure de votre vie dès maintenant. Là, le lecteur, il est impliqué, il a envie de préparer son sac et de partir tout de suite, quoi. Une fois que l'attention du lecteur est captée, bah, le défi, ça va être de vraiment maintenir son engagement tout au long de l'article. Pour ça, on va essayer d'utiliser du storytelling, par exemple, en racontant une histoire pour illustrer les propos. Ça va vraiment rendre le contenu beaucoup plus engageant, beaucoup plus humain. Pour l'utiliser, on peut partager des expériences personnelles. Ça peut être lors de mon voyage au Japon, j'ai découvert que parler anglais, ça ne m'aiderait pas forcément dans toutes les situations. On peut essayer d'utiliser des exemples concrets. Marie, une de nos lectrices, a osé partir seule en Amérique du Sud et elle nous raconte son périple. Et puis, plutôt que de simplement raconter une histoire, on va essayer d'impliquer le lecteur, d'utiliser le vous, de l'intégrer directement dans le récit. Par exemple, imaginez vous marchez seul dans les rues de Tokyo, vous avez votre sac à dos, et puis vous êtes prêt à affronter l'inconnu. Et à ce moment précis, vous réalisez à quel point cette expérience en solo vous pousse à sortir de votre zone de confort. Là, le lecteur, il est tout de suite au milieu de Tokyo, il entend les bruits, il a envie de partir, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de l'imbriquer dans votre bulle et qu'il voyage avec vous. Pour ça, on peut essayer de s'appuyer sur des preuves tangibles, d'intégrer des statistiques, des études de cas, des témoignages. Et puis, on va essayer d'utiliser des mots puissants et précis. Un mot précis, il va remplacer des périphrases, des subordonnés, des participes passés qui alourdissent la lecture. Attention, par contre, à pas tomber dans le travers d'employer du vocabulaire que personne connaît. Mais ça va permettre au lecteur de beaucoup mieux s'imaginer la scène. Donc vraiment, essayez d'utiliser le mot qui correspond le mieux à la situation que vous voulez décrire, parce qu'on a tendance à utiliser des verbes à toutes les sauces parfois, comme par exemple le verbe faire, le verbe optimiser, alors qu'on peut faire beaucoup mieux. Par exemple, ce CEO a un gros salaire. On pourrait dire, ce CEO perçoit, touche un gros salaire. Je fais des pâtes. Je cuisine des spaghettis. Je prépare des spaghettis. Tout de suite, on est dans la cuisine, on sent l'odeur de la carbonara. Il a mal au dos. Il souffre d'un lumbago. On se sent la douleur dans le bas du dos directement. On peut utiliser des mots qui sont puissants. Par exemple, transformateur au lieu de changeant. Essentiel au lieu d'important. Révolutionnaire au lieu de nouveau. On va au contraire essayer d'éviter les mots faibles comme bien. C'est trop général, on ne sait pas ce que ça veut dire, bien. Pas mal, ça manque de conviction. Différent, ça manque de précision. En quoi c'est différent?
Et puis, on va essayer d'anticiper les objections et de répondre aux questions et aux inquiétudes que le lecteur pourrait avoir. Ça, c'est par rapport au fait qu'on le connaît très, très bien, qu'on sait exactement ce qui l'intéresse et pourquoi il est venu sur notre page. Et puis enfin, on va essayer d'apporter de l'importance aux CTA, aux appels à l'action, parce qu'ils vont orienter le lecteur vers la prochaine étape. Des exemples de CTA, ça peut être télécharger notre guide gratuit pour préparer votre voyage en solitaire, ou au pif, profiter de 20% de réduction sur le livre Le SEO depuis zéro pour améliorer votre référencement. Il y a plein d'options de engager le lecteur avec un CTA. L'idée, c'est de ne pas les négliger. Finalement, toutes ces techniques, c'est pas vraiment du SEO pur. On n'a pas parlé de balises, on n'a pas parlé de EAT, on n'a pas parlé de stratégie de mots-clés. Pour tous ces critères un peu plus SEO, j'ai une petite checklist que vous pouvez garder sous le bras, qui va vous être, si tout se passe bien, envoyée dans le chat et qui pourra vraiment vous aider. Cette checklist, elle est tirée du livre et ça va vous donner plein d'informations sur comment rédiger vraiment 100% SEO. Donc, si vous appliquez ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, plus la checklist, normalement, vous êtes au top. Et ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, donc comme je viens de vous le dire, c'est pas du pur SEO, mais pourtant, en faisant ça, vous allez vraiment pouvoir faire la différence parce que vous allez mettre l'humain au centre de votre stratégie de contenu. Depuis BERT, les différents algos de Google, ils comprennent vraiment le langage naturel et l'intention derrière les recherches. Il n'y a plus besoin d'écrire bêtement pour les robots. On peut se concentrer sur l'humain. On peut ajouter une petite touche de SEO à la fin, mais c'est pas la cerise, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau en entier. Donc, que ce soit pour informer, pour inspirer, pour convaincre, chaque étape de votre contenu, elle doit guider le lecteur et l'accompagner dans sa réflexion ou dans sa décision. Un bon contenu, c'est celui qui sait anticiper les besoins, c'est celui qui parle le langage de l'audience et surtout, c'est celui qui le mène vers l'objectif souhaité. Il faut faire passer le lecteur d'un état A vers un état B et ça peut être en lui ayant appris quelque chose, en l'ayant diverti ou en le faisant passer à l'action. Peu importe, mais c'est en ayant été utile qu'on va créer une connexion avec l'internaute. Donc, normalement, en appliquant tout ce que je vous ai raconté dans les 40 dernières minutes, vous êtes en bonne voie. Je pense que vous avez peut-être quelques petites questions, donc je vais arrêter le partage et écouter tout ça. Au top, merci. Tu es mute, mon cher Alain. Je suis mute. Déjà, merci Nelly pour cette super conférence. Eh ben, avec Je pense que plaisir. c'est important de remettre l'utilisateur au centre du débat. Bien longtemps, on a rédigé en pensant que pour Google, je pense. Et il ne faut pas oublier quand même que derrière, il y a quelqu'un qui doit lire ce document, qui doit lire ce qu'on va partager. Ouais, Donc exactement. là, je peux que te rejoindre. Le temps Je où on pense que écrivait que pour les robots, c'est fini ça. Ouais. Tu as tout résumé en disant que l'objectif, c'est quand même que l'internaute il fasse une action, que ce soit contacter ou acheter le produit, mais simplement le fait de lire le contenu en entier et de se dire ah ouais intéressant le propos, je garde en mémoire. Bah, dans un sens, c'est une action aussi comportementale parce que l'internaute il va garder en mémoire le fait que il a lu quelque chose d'intéressant sur votre site et pas celui du concurrent, et ça pèse extrêmement lourd dans le choix final. Hein. C'est là-dessus on se rejoint totalement. Il y a beaucoup d'internautes, ils connaissent pas en fait les marques. Faut pas croire qu'ils vous connaissent. Ils vous connaissent pas du tout. C'est pour ça qu'ils viennent sur votre site. Donc ils ont besoin aussi d'être convaincus par votre discours. Donc voilà. Moi je pense que tu as tout résumé là-dessus, mais il y a des questions quand même. Il y a quand même quelques On avait une on y va. question de Jasmine. Pouvez-vous répéter la règle des 1, 2, 3 que tu as Ouais. expliqué un peu plus tôt? C'était en début de Alors, conf. attends, je vais me la remettre, je l'ai oubliée. Parce que je me suis dit, c'était quasiment au début. C'était il y C'est a pas One longtemps. Two Three, Viva l'Algérie ou un truc comme ça. On n'est pas C'était loin un de petit ça, moment. mais pas tout à fait. Attends. Sinon il y a une autre question là qui vient juste d'apparaître, si tu veux, en attendant. Ouais, vas-y, pose-moi la deuxième question et je reviens à la première en En même temps, attendant. tu Comme récupères. ça, je recherche. À quel Ouais. niveau Ah, ces je l'ai actions trouvé, existent? je l'ai Alors attends, trouvé. La vas-y, je règle la des 1, 2, remets. 3, c'est une idée par phrase, 2 lignes par paragraphe et 3 paragraphes par section avant d'introduire un sous-titre ou un élément visuel. Attends, je OK, la mets dans le chat. super. Il me manquait le 2. J'avais perdu le 2. Du coup, je Je mets crois que je l'autre vous et l'ai puis mis tu que pourras dans le mettre dans chat le. privé par contre. Allez, on va y basculer. L'autre question, à OK. quel niveau ces actions accès internautes sont pertinentes pour les bots?
Bah, en fait, depuis quelques années, Google va vraiment essayer de répondre le plus précisément possible à l'intention de recherche et l'objectif premier de Google, c'est que les internautes passent un bon moment sur son moteur de recherche, donc ils trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Si on doit faire 10 sites différents pour trouver une info, on passe pas un très bon moment, on perd du temps. Donc l'objectif, c'est en se mettant à la place de l'internaute et en vraiment essayant de comprendre ce qui va lui faire plaisir et ce qu'il est venu chercher, bah, ça va finalement améliorer le temps qu'on va passer sur la page, ça va réduire le taux de rebond, ça va améliorer, bah, l'interaction qu'on va avoir avec une page et avec un site. Donc effectivement, ça a pas un impact immédiat, directement corrélable avec les bots. Par contre, bah, ce qu'on sait, c'est que le SEO prend de plus en plus en compte l'expérience utilisateur et ça impacte directement sur l'expérience utilisateur. Alors, on peut quand même ajouter une précision en disant que on a quand même une révélation assez énorme récemment avec les Google Leaks qui ont confirmé que les comportements des internautes étaient vraiment pris en compte par le robot directement. Et oui, le fait que l'internaute il a passé du temps sur votre contenu, bah, c'est pris en compte directement par le bot. Alors après, comment exactement, quel est le critère, quelle est la pondération par rapport à l'autorité, ce genre d'information, on ne l'a pas, mais on sait que Google, il analyse le comportement sur la SERP, il analyse le comportement sur le site à travers notamment Google Chrome et il a d'autres moyens d'analyser pour savoir si est-ce que c'est réellement intéressant, est-ce que ça répond réellement à l'internaute. Donc oui, c'est tout à fait pertinent pour les bots parce que comme tu le dis très bien Nelly, Google, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on utilise son moteur, qu'on clique sur ses pubs et qu'on utilise ses outils. Hein. C'est tout ce que veut Google. Hein. C'est pas l'armée du salut. Hein. Ça reste une entreprise. Ils sont là pour faire tourner leur business et leur business, c'est la publicité. Donc, ils ont tout intérêt à avoir le meilleur contenu possible, à intéresser maximum l'internaute. Et comme ça, ben, l'internaute, il pense plus à rien d'autre qu'à faire sa recherche sur Google, quoi. Voilà, tout simplement. Bah, ça revient exactement en fait à ce qu'on disait juste à la fin de la conférence. L'objectif de créer du contenu, en général, c'est pas juste pour se faire plaisir de créer un article, c'est vraiment de permettre à l'internaute de passer d'un état A à un état B et de le garder en soi. Donc l'objectif de Google, c'est que l'internaute soit content. L'objectif des sites, c'est que l'internaute soit content. L'objectif de tout le monde est que l'internaute soit content. C'est ça, et je reviendrai Exactement. sur quelque chose au tout début, sur l'intention de recherche. Très, très important. Quand vous allez préparer votre page, votre contenu et ainsi de suite, pensez à bien regarder la page 1 de Google et les pages qui se positionnent. Si c'est une page informationnelle, il faudra faire de l'informationnel et ainsi de suite. Ça, c'est très, très important de bien analyser ça en amont de la préparation de votre page parce que si la page a 10 articles informationnels en page 1 de Google, vous allez pouvoir faire la meilleure page transactionnelle. Il y a très, mais voire impossible que vous vous positionnez dessus. Donc bien analyser ça et ouais, on remet le lecteur, on remet l'internaute au centre du débat. Ça, c'est très important, j'aime bien appuyer là-dessus. Ouais, exactement. Merci Non. Nelly. On a repartagé du coup dans le chat le code promo pour le book et les différentes Parfait. informations que tu nous as transmises. Donc Et c'est bah tout tant mieux. là-dedans. Ce matin, je tiens vraiment à remercier Camille, Nelly, Charlie et Baptiste. On était près de 700 en live. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup Merci à vous. d'informations. Tout le monde est resté jusqu'à 12h20. Je pense que tout le monde a commencé à avoir faim. Cet après-midi, encore un très beau programme. Donc, j'espère que tout le monde va revenir. Bravo à tous. Bravo à Nelly, qu'on retrouve du coup à Paris, au Grand Rex, au SEO Summit. On sera aussi Ouais. là avec Lynx Garden où vous pourrez Mais venir chercher oui. les lunettes. J'espère que tu passeras les récupérer, Nelly. Avec Et plaisir. Toute la voilà, toute la journée avec les lunettes. voilà, parfait. Tu fais la conférence comme ça. Allez, Allez, ça se négocie. allez, bah, c'est parti. Donc voilà, bah, merci beaucoup à tout le monde. Et puis on se dit à tout à l'heure à 14h. Donc on sera là un petit peu avant, à 14h, avec Roman. Voilà. Bon Exactement. appétit tout le monde Bon et à appétit. bientôt. Merci à tous, bon À bientôt. appétit. Merci, au revoir. Au revoir.